Mesdames, Messieurs, chers fidèles de l'émission Merci Docteur sur TLR TV, bonjour. Merci d'être présent ce jour à notre rentrée médiatique 2024-2025. Nous vous invitons d'emblée à liker, à commenter et à vous abonner si possible. C'est votre seule manière de nous encourager à continuer à vous présenter des belles émissions. À la présentation, moi-même, Dr Clément Ikapi, anesthésiste réanimateur. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Après la COVID-19, les experts et épidémiologistes de l'OMS, la communauté médicale et même la communauté non médicale, le monde a semblé être très préoccupé par l'émergence d'un, entre guillemets, nouveau virus dénommé Mpox virus. Ce virus sévit préférentiellement dans les régions forestières de l'Afrique centrale et d'Afrique de l'Est, et un peu au-delà parfois. Il nous a paru nécessaire, au vu de ce qui se passe, de nous appesantir, de vous présenter ce sujet afin de démêler le vrai du faux et rassurer nos contemporains sur ce que certains considèrent déjà comme une future catastrophe mondiale, avec en toile de fond un soupçon de complot et la hantise d'une pandémie, synonyme donc d'un confinement futur. Qu'en est-il en réalité? On va interroger l'histoire. En 1980, l'OMS a déclaré l'éradication totale de la variole humaine, Décision a été donc prise d'abandonner la vaccination contre la variole humaine. N'est-ce pas que c'était une victoire? Depuis, on n'entend plus parler de la variole humaine. Repartons un peu plus tôt, plus de 20 ans après, en 1958. Alors qu'on testait des médicaments et des vaccins contre la variole humaine, les scientifiques danois ont observé à Copenhague, sur des singes venus d'Afrique, des lésions cutanées qui ressemblaient fortement à la variole humaine. D'où le nom donné à cette maladie, variole du singe, puisque c'était sur le singe. En anglais, monkeypox. Curieusement, le virus responsable de cette variole dite du singe était très proche, très familier du virus de la variole humaine. Paradoxalement, ce n'est pas à travers le singe que la maladie se transmet. Ça a juste été découvert chez le singe. C'est beaucoup plus les rongeurs qui transmettent cette maladie, semble-t-il. Mais les circonstances de découverte du virus ont fait que la dénomination monkeypox, en abrégé Mpox, ait été finalement retenue de façon définitive par la communauté scientifique. Que sait-on de ce virus? On sait qu'il existe deux souches. Il y a la souche 1, qui est la plus contagieuse, c'est celle qui sévit dans le bassin du Congo, en Afrique centrale, et la seconde, en Afrique de l'Ouest. C'est d'ailleurs celle qui est arrivée jusqu'en Europe. Rappelez-vous, en épidémie Mpox du Nigeria a été due à cette deuxième souche. Cette souche est moins contagieuse, c'est vrai, à cause du temps d'incubation est plus long. C'est une maladie qui existe depuis. Elle est plus ou moins endémique dans les pays forestiers. Ce n'est pas un virus qui a été fabriqué comme on l'entend dans les réseaux sociaux. Cela ne veut pas dire qu'il peut avoir été, j'allais dire, disséminé par des malins. Mais sachons que ce virus existe depuis le temps dans des pays forestiers du bassin du Congo, dans les pays tropicaux, et de temps en temps apparaissent des épidémies dans ces régions qui ne sont pas très médiatisées, puisque souvent localisées, contrairement à cette fois-ci où l'épidémie a débordé de ses frontières historiques pour atteindre certaines zones
non endémiques, où la maladie ne sévit pas, d'où la psychose et surtout la médiatisation, parce que ça commence à atteindre certains pays dits développés, je vous ai dit tout à l'heure, en Europe. Et comme c'est eux qui détiennent les médias, nécessairement, on commence à en parler de plus en plus, d'où la psychose. Mais pourquoi ces épidémies rapprochées et cette propagation au-delà des frontières ce dernier temps vers les zones non endémiques? Pourquoi? Ben, il peut s'agir des effets du changement climatique, des habitudes alimentaires, il peut s'agir de la déforestation sauvage, hein, initiée par l'homme lui-même d'ailleurs, qui entraîne une cohabitation animal sauvage-homme. Il peut aussi s'agir des habitudes liées à l'effet plus ou moins des modes. Des tatouages, des piercings peuvent en être responsables en partie. La résurgence du VIH-Sida en baissant l'immunité n'est pas ignorée. La baisse de l'immunité antivariolique, puisque, je vous ai dit, le vaccin contre la variole étant abandonné, le vaccin de la variole pouvait protéger de façon croisée aussi contre le Mpox. Enfin, il y a un facteur non négligeable et très important qui peut expliquer la fréquence des épidémies actuellement dans ces zones, c'est le déplacement massif des populations des forêts profondes, populations fuyant les guerres interminables dans cette zone dite des Grands Lacs, vous vous en rappelez. Ces déplacements, effectivement, favorisent une promiscuité entre l'homme et l'animal sauvage potentiellement porteur du Mpox virus. Il existe sûrement d'autres facteurs qui restent à découvrir. Hein. Voilà donc de façon non exhaustive ce que je peux vous dire pour justifier la montée des épidémies dans cette zone. À présent, quel est le mode de transmission de cette maladie? Il s'agit d'une zoonose. Une zoonose, c'est une maladie transmise de l'animal à l'homme. Toutefois, le réservoir animal n'a jamais été formellement, clairement identifié. Mais retenons ça. Au jour d'aujourd'hui, les modes de transmission les plus connus sont transmission directe de l'animal infecté à l'homme par contact ou une transmission interhumaine d'homme à homme due à un contact rapproché avec les lésions cutanées infectées sur la peau ou sur les muqueuses. Il existe aussi une autre forme de transmission à partir des gouttelettes de toux ou d'éternuement des personnes infectées. Savoir aussi qu'on peut retrouver les virus dans les humeurs telles que le sang, la salive et le sperme. C'est donc vous dire qu'il existe une contamination par voie sexuelle. Il en va de soi. Enfin, il y a une contamination dite indirecte à partir des linges, de la literie et tout autre objet pouvant être souillé par une personne ayant été préalablement en contact avec une personne malade. À présent, quels sont les signes, les symptômes? Comment suspecter un Mpox? Le Mpox, je l'ai dit, c'est une forme atténuée de la variole humaine, dont on a oublié sûrement les signes puisque ça fait bientôt 60 ans. Après une incubation d'une dizaine de jours, on développe un syndrome fébrile fait d'une fièvre, des courbatures, des céphalées, fatigue extrême, que nous appelons en médecine asthénie, et une augmentation de la taille et douleur des ganglions au niveau de la base du cou particulièrement. Cette phase dure 3 à 4 jours, mais dès cette phase, le malade est contaminant. Après les 2 à 4 jours, arrive une deuxième phase qu'on appelle une phase éruptive. Cette phase, qui dure entre 2 semaines et 1 mois, se manifeste par l'apparition d'une éruption cutanée sous forme de petites taches d'abord. Ces taches évoluent vers des vésicules, donc il y a du liquide clair dedans, puis des pustules, ça devient purulent, et ils se desquament, ils sèchent, et finissent par se décoller de la peau et tomber. Ces boutons envahissent l'ensemble du corps, plus particulièrement au niveau du visage, où c'est même très impressionnant, vous en voyez sûrement,
membres supérieurs, membres inférieurs, particulièrement les mains et les pieds, la zone vaginale aussi et la zone anale. Après ces zones, et après plutôt ces phases, le malade, en principe, guérit spontanément sans traitement dans la majorité des cas, sauf en cas de complications. Les complications peuvent survenir sur un terrain déjà affaibli, chez les femmes enceintes, chez les enfants de moins de 5 ans. Souvent, les complications sont des surinfections cutanées au niveau de la peau, des encéphalites, donc les atteintes du cerveau, des septicémies, des atteintes du sang et des atteintes de la cornée qui sont responsables des cécités, la dénutrition, la déshydratation, le retard de prise en charge ou une mauvaise prise en charge du patient sont des facteurs qui peuvent augmenter la létalité, c'est-à-dire le taux de mortalité chez les malades atteints. En 1922, le taux de mortalité lors de l'épidémie Mpox au Nigeria était de l'ordre de 0,2%. C'est dire qu'il s'agit d'une maladie certes préoccupante, mais pas très létale, donc qui ne tue toujours pas si prise en charge rapidement, correctement, dans les délais. Les mesures de prévention à prendre pour cette maladie. Mais évidemment, dans la mesure où on sait quel est le mode de transmission, il nous est donc plus facile de prévenir la maladie. La prévention passe donc par 1. L'isolement du ou des patients et les gestes barrières. Ça vous rappelle bien la COVID-19, les gestes barrières. Voilà. Isoler la personne malade, c'est quoi? Pendant au moins 3 semaines à partir de la date de début des symptômes jusqu'à la chute des boutons, le patient doit être chez lui à domicile sans contact avec l'extérieur. C'est important. Il faut isoler aussi les autres personnes vivant avec lui. Ces personnes doivent porter le masque chirurgical tout en évitant des contacts physiques avec les autres. Il est recommandé de s'abstenir des rapports sexuels jusqu'à 21 jours après l'apparition des symptômes. La personne malade et toutes les personnes étant dans le même toit ne doivent pas partager leurs vêtements, le linge de maison, la literie et même la vaisselle avec d'autres personnes. Éviter les contacts avec les animaux de compagnie pendant toute la durée de l'isolement. Les déchets tels que les croûtes des vésicules qui tombent quand ça se desquame doivent être conservés dans un sac poubelle dédié que à ça. Les personnes les plus à risque, nous l'avons vu, les immunodéprimés, les femmes enceintes, les jeunes enfants de moins de 5 ans, doivent absolument être pris au sérieux. On doit les regarder particulièrement parce que toute aggravation sur ce genre de patient peut entraîner des décès. Enfin, un nettoyage du domicile en passant par les vêtements, toute la maison, avec une désinfection après la période d'isolement, doit être nécessaire. On doit toujours porter le masque chirurgical et des gants quand on est susceptible de toucher aux ustensiles qui peuvent être utilisés par d'autres personnes vivant dans le même toit. La protection des lésions cutanées en portant des habits à longues manches est obligatoire pour éviter les contacts. Je l'ai dit, à la fin de l'isolement, donc il faut un nettoyage de la maison, un nettoyage soigneux de toute la maison. Voilà, je crois que je viens de le dire, hein, linge, habits, vaisselle, tout doit être lavé. Maintenant, on ne peut pas parler de prévention de Mpox sans parler de la vaccination. Effectivement, cette vaccination qui fait polémique, elle existe bien. Cependant, il ne s'agit pas de campagnes élargies de vaccination comme on l'assiste parfois pour certaines pathologies, épidémies virales comme la rougeole et autres. Cependant, les enfants, les adolescents jusqu'à 18 ans et les femmes enceintes, les femmes allaitantes ne peuvent être vaccinées qu'après un avis spécialisé. Le traitement du Mpox virus est symptomatique. On traite les signes. Je les rappelle, la fièvre,
Doliprane, le céphalée, Doliprane, courbature, Doliprane, les plaies au niveau des vésicules, antiseptique, pansement propre, et la fatigue, ben, il s'agit il faut faire un repos. Voilà ce que je pouvais vous dire pour le Mpox et le Mpox virus. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut retenir avant de terminer? Qu'est-ce qu'on peut retenir après tout ce laïus? Retenons ceci. Le Mpox virus est à l'origine d'une maladie qu'on appelle le Mpox, proche de la variole humaine. Je parle lentement. Les principaux modes de transmission sont le contact physique rapproché avec des personnes infectées ou susceptibles de l'être, ou des objets souillés ou susceptibles de l'être, soit par contact de peau à peau, soit par contact de peau à muqueuse, soit aussi par contact sexuel, rapport sexuel, je l'ai dit, ou de façon indirecte par le partage de linge, de vaisselle et tout autre matériel domestique qui peut être infecté. Mais il y a aussi l'atout et l'internement qui peut, de personnes infectées, qui peut rendre malade. Les signes sont, j'ai dit syndrome fébrile, fièvre, céphalée, fatigue, courbature, inflammation, donc hypertrophie des ganglions, des démangeaisons parfois, et enfin, une éruption cutanée qui est le signe cardinal au niveau de l'ensemble du corps, particulièrement du visage, dans la zone anogénitale, des mains, des pieds et des muqueuses buccales à l'intérieur. L'évolution naturelle de la maladie est une guérison spontanée dans la majorité des cas, sauf en cas de complications ou de mauvaise prise en charge ou d'un retard de prise en charge. L'évolution peut être létale, donc mortelle, en cas de complications. Les précautions à prendre sont l'isolement et les mesures barrières. Le traitement est celui des symptômes et selon le cas, la vaccination est recommandée. Les voyageurs doivent se renseigner selon la zone du globe où ils vont se déplacer pour avoir des dispositions nécessaires contre cette pathologie. Il existe un traitement, mais on n'en parle pas, un traitement viral. Tout ça pour dire que nous devons raison garder, c'est l'intérêt de cette capsule, le réalisme et la compréhension de la maladie doivent supplanter la psychose collective qui entoure la méconnaissance de la maladie. Même si l'OMS l'a déclaré urgence de santé de portée internationale. Le respect des règles édictées plus haut, des règles édictées ou données par l'OMS d'ailleurs, est la seule manière de stopper ou de ralentir ces épidémies parcellaires. La pandémie et le confinement ne sont pas à l'ordre du jour selon les experts. La vaccination est conseillée selon les cas. Et enfin, la vigilance doit être de rigueur. Voilà, mesdames, messieurs, ce qu'il fallait dire en gros pour cette pathologie. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre attention, chers internautes, espérant que vous avez liké, partagé et vous vous êtes abonnés. En attendant de se retrouver pour les prochaines émissions, je vous prie de bien vouloir prendre soin de vous et vous dis au revoir. Merci.